Monsieur le commissaire Phil Hogan, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous n'avez pas pu venir jusqu'à Rennes avec nous aujourd'hui, mais vous nous faites l'amitié de nous recevoir à la Commission ici à Bruxelles pour répondre à quelques questions qui sont, je crois, des questions que beaucoup d'agriculteurs français se posent. La première d'entre elles, c'est la rapidité avec laquelle la Commission souhaite boucler le cadre financier pluriannuel avant même qu'un nouveau Parlement soit élu et qu'une nouvelle Commission soit nommée après les élections du mois de mai. Pourquoi aller si vite ? La discussion sur la réforme de la PAC pour la période 2020-2027, cette réforme, cette discussion, on en parle depuis 2 ans. Il y a eu une communication l'an dernier. Depuis le mois de juin, vous avez ma proposition et je crois que ce dont les agriculteurs ont besoin en France et dans le reste de l'Union européenne, c'est de certitude et de prévisibilité. Nous avons beaucoup de défis budgétaires dus au Brexit. Il y a 2 idées de politique qui viennent de grandes questions, la défense, la migration. Il faut davantage d'argent pour la recherche, pour l'immigration. Et je crois que c'est dans l'intérêt des agriculteurs, afin qu'ils puissent planifier leurs activités, c'est dans l'intérêt qu'ils aient une certaine certitude. Donc je pense qu'il est possible, avec une bonne volonté politique, d'arriver à un résultat avant les élections européennes. Comme vous le savez, on estime en France qu'à peu près la moitié des exploitations agricoles seraient dans le rouge, en déficit, s'il n'y avait pas le niveau actuel de subventions. Les subventions européennes en France, c'est à peu près 9 milliards par an pour une production d'à peu près 70 milliards. Les propositions que vous avez faites, selon certains calculs, aboutiraient à une baisse de 10 à 15% du montant des subventions. Comment est-ce que les exploitations françaises doivent se préparer à ces subventions qui seront en baisse ? Alors, pour ce qui concerne le budget européen, la vérité, c'est que la proposition de la Commission représente une réduction de 5%. Alors, c'est difficile pour les agriculteurs, c'est compréhensible. Mais la situation budgétaire est difficile pour les raisons évoquées tout à l'heure, notamment le Brexit. Le gouvernement français, le président français demande davantage d'argent pour la sécurité, pour la défense, pour l'immigration, et le budget est ce qu'il est. La Commission ne peut faire qu'avec le budget qui est à sa disposition, en tenant compte de toutes les conséquences. La Commission ne peut pas avoir de déficit, comme c'est le cas pour les États membres. Alors, c'est une position d'ouverture pour les négociations. Il appartient aujourd'hui au Premier ministre et au président des États membres et au Parlement européen de décider et de voir où ils souhaitent mettre leurs priorités, davantage d'argent dans l'agriculture ou non. Ça voudra dire qu'il y en aura moins par ailleurs. Vous avez l'impression que ce que je viens de décrire sur la situation française est partagé par les exploitants agricoles d'autres États membres ? Yes, 46%. Oui, oui. 46% des revenus des agriculteurs viennent des paiements directs. Voilà pourquoi je ne propose pas de réduction de paiements directs au-delà de 3,9%. La réduction pour les programmes de développement rural est plus élevée. Mais nous pouvons travailler avec les co-législateurs, avec les premiers ministres des pays membres pour voir. C'est un tête des priorités politiques des différents États membres, afin de voir s'il faut améliorer la situation de l'agriculture dans la négociation finale. Et j'espère que cela permettra aux agriculteurs d'avoir une certitude et une prévisibilité avant les futures élections européennes. Comme vous le savez, la question environnementale a défrayé la chronique en France tout récemment, puisqu'on a eu la démission d'un ministre de la transition écologique, Nicolas Hulot, qui était très populaire en France. Un des sujets qui l'ont poussé à démissionner, c'est la question agricole. Il n'a rien reproché en particulier à l'Europe, plutôt aux Français et à la France. Ceci étant, en Europe, on estime, et ça a été le cas de la Cour des comptes européenne dans un rapport, que la politique agricole n'incite pas assez au respect de l'environnement. Est-ce que vous avez l'impression que les propositions que vous avez faites pour la réforme de la PAC vont vers un meilleur verdissement de l'agriculture européenne ?
Il est clair que la politique environnementale actuelle, dans le cadre de la PAC, ne fonctionne pas. Nous abolissons l'écologisation de la PAC et nous voyons comment mettre en œuvre mieux cette politique environnementale. J'ai parlé avec les agriculteurs européens au cours des 4 dernières années. Ils se sont plaints de la complexité de la politique actuelle autour des axes d'environnement et de changement climatique. Donc, nous avons été à l'écoute et nous allons procéder à des changements. C'est ce que nous proposons, que les gouvernements et les parlements réagissent, soient à l'écoute des besoins des agriculteurs. Moi, je veux un meilleur résultat pour l'environnement, mais également une politique plus simple. Aujourd'hui, nous avons une grande bureaucratie qui a été pointée du doigt par la Cour des comptes européenne et par les agriculteurs, et c'est vrai. Voilà pourquoi, dans notre nouvelle proposition, vous verrez beaucoup de changements afin de s'écarter de cette conformité et de ces règles pour aller vers la performance et les résultats. Ce sera, je l'espère, un meilleur résultat pour l'environnement. Est-ce que vous estimez que les propositions que vous allez faire vont permettre de soutenir davantage la transformation de l'agriculture? En France, on a une grosse poussée de la production bio. Les consommateurs veulent des produits bio. Cependant, aujourd'hui, les moyens manquent finalement pour aider la transformation d'exploitations qui n'étaient pas dans le système bio, mais qui voudraient y venir. Well, the various member states have come together in the European Union. Les États membres, au cours de ces dernières années, notamment dans les années 2015, se sont mis d'accord avec la signature des objectifs de développement durable, l'accord de Paris, et nous ne pouvons pas signer ces accords et les ignorer. Donc l'agriculture, comme tous les autres secteurs, doit jouer son rôle. Et disons que les agriculteurs sont les gardiens de l'agriculture, les gardiens de l'environnement. Ils font partie des solutions. Ils ne constituent pas un problème. Ils sont prêts à faire davantage pour l'environnement et ils doivent être rémunérés pour le travail qu'ils font au nom de nos sociétés dans la protection de l'environnement. Il n'y a pas que la sécurité alimentaire qui est très importante, mais également ce que nous faisons pour nos paysages, notre campagne, notre nature. Et les agriculteurs sont prêts à le faire. Ils me l'ont dit dans mes conversations avec eux. Mais ils veulent une politique simple. Ils veulent que l'architecture soit beaucoup plus simple et relève du bon sens. Comme vous le savez, parce que je pense que vous avez entendu cette critique déjà, dans vos propositions, il y a l'idée que, comme vous l'avez dit à l'instant d'ailleurs, la Commission fixe des règles, des objectifs. Les États membres ont plus de latitude pour fixer les moyens d'atteindre ces objectifs. Un certain nombre de représentants professionnels et même d'eurodéputés disent « Attention, on a un risque de dumping, peut-être de dumping environnemental entre les États membres dans cette compétition qui est aussi une compétition commerciale en matière agricole. » La politique agricole commune de l'Union européenne demeurera. Nous aurons des objectifs communs pour toute l'Europe. Nous aurons des moyens communs d'évaluer ces politiques sur la base d'indicateurs communs. Quant à la mise en œuvre de ces politiques et l'atteinte de ces objectifs, eh bien, nous laissons davantage de latitude, de flexibilité aux États membres. Ce sera une politique arrêtée au niveau européen, de sorte d'avoir une politique commune importante en Europe, puisqu'elle a été couronnée de succès. On maintiendra l'intégrité du marché commun, il y aura égalité des règles et une concurrence loyale. Mais il faut laisser davantage de latitude pour la mise en œuvre. Le modèle taille unique ne fonctionne pas. Les agriculteurs grecs et portugais ont des manières différentes de mettre en œuvre les règles par rapport aux agriculteurs français, par exemple. Les grandes exploitations à l'est de l'Europe ont une manière différente de mettre en œuvre ces politiques, plutôt que ce qui se fait dans le modèle d'agriculture familiale en France. Il faut en tenir compte. Et nous espérons que les États membres présenteront des plans qui seront approuvés par la Commission afin que nous soyons certains que tout le monde respecte les règles. Les différents types d'exploitation dont vous venez de parler, on les retrouve par exemple dans la production laitière. De très grandes fermes en Allemagne, des fermes plus modestes en France, pour certaines, pour la plupart. Beaucoup d'agriculteurs français ne savent pas très bien quel est le modèle qui doit être le leur, parce que finalement, ils sont dans une crise du lait qui dure depuis des années. Cette année s'annonce un peu moins mauvaise peut-être, avant la sécheresse en tout cas, mais quand même les trésoreries des exploitations sont en mauvais état.
Qu'est-ce qui se passe avec le lait en Europe? Quelle est la solution pour vous? Est-ce qu'il y a tout simplement trop de producteurs de lait en Europe, d'après vous? Moi, je viens d'une exploitation familiale, d'une famille de fermiers en Irlande et je suis un fervent partisan de ces exploitations familières. Il y a des millions de personnes employées dans ce type d'exploitation. Il faut tout faire pour les protéger, pour que les exploitations petites, moyennes, soient protégées face aux difficultés qui surgissent de temps en temps sur le marché. Voilà pourquoi nous intervenons beaucoup à travers la politique agricole commune, 365 milliards d'euros sur cette année. Donc la plupart des deniers du contribuable européen vont à l'agriculture. Pourquoi? Parce que nous voulons de la nourriture de qualité, de la nourriture sûre et que nous voulons que les agriculteurs fassent davantage pour notre environnement, pour nos zones rurales, pour nos campagnes. Donc cette politique visera, dans la mesure du possible, à soutenir les petits et moyens agriculteurs. Et sachez que c'est là l'axe essentiel de mon action. Pour les grandes exploitations, les grandes sociétés, elles recevront également une aide, mais nous allons surtout nous concentrer sur les exploitations familiales. Revenons, ma question était plus précisément sur le cas du lait. Vous avez abordé, votre réponse porte sur les fermes en général, sur la question du lait. Est-ce qu'il y a une spécificité à ce problème, d'après vous, en Europe? Et est-ce qu'il faut, finalement, conforter ce que la Commission a fait en intervenant sur le marché, en achetant massivement de la poudre? Est-ce que ce genre d'outil, il faut le systématiser, c'est-à-dire finalement revenir à une régulation de l'offre et une régulation des prix? Le débat visant à savoir s'il faut des quotas ou non pour le lait, il a été résolu depuis longtemps. On a décidé d'abolir les quotas. Et pendant cette période, il y a eu l'embargo russe sur nos produits laitiers. Et nous avions à l'époque une production excédentaire. Nous avons appris, lors de cette période difficile, 2015-2016, comment nos mesures existantes pouvaient soutenir nos agriculteurs. J'ai mobilisé 1,5 milliard d'euros supplémentaires pour tous ceux qui avaient été affectés par la crise laitière, par la crise porcine suite à l'embargo russe. Alors, ce n'est pas la panacée, mais nous avons utilisé nos instruments et depuis lors, nous avons essayé de créer davantage d'équilibre entre la demande et l'offre. Nous avons des systèmes de réduction volontaire de la production pour aider les agriculteurs. Je pense que grâce à une meilleure promotion, des mesures plus ciblées, des mesures de réduction des risques, nous pouvons aider les agriculteurs à réagir à l'instabilité des prix sur le marché agricole et également à trouver des débouchés de par le monde. Les clients de par le monde sont à la recherche d'alimentation qui soit meilleure et nos produits laitiers sont les meilleurs du monde. Vous le savez, un certain nombre de filières professionnelles, notamment dans le secteur de la viande bovine, mais pas seulement, reprochent à l'Europe, à vous, d'ouvrir trop largement les marchés agricoles par le biais d'accords comme celui du CETA. Il y a également celui du Mercosur, dont vous nous direz peut-être un mot d'ailleurs. Qu'est-ce que vous répondez à ces agriculteurs qui estiment que finalement leur activité est la variable d'ajustement d'accords commerciaux dans lesquels l'agriculture serait sacrifiée contre la vente d'avions ou de voitures? First of all, our farmers should know that it is our Alors, les agriculteurs devraient savoir que les premiers ministres, les membres du Parlement européen signent un mandat pour que la Commission négocie ces accords commerciaux. Et ce sont également à eux d'approuver le résultat de ces accords commerciaux. Donc, nous espérons que les États membres et le Parlement trouvent le bon équilibre. Et d'ailleurs, dans nombre de nos accords, on souligne la sensibilité de différents produits dans le domaine agricole et on en tient compte dans les négociations.
Nous avons signé des accords magnifiques, selon moi, avec le Canada, le Mexique, le Japon. Au Japon, nous avons des opportunités massives pour le secteur laitier, 65 000 tonnes de bœuf. Nous avons également ouvert l'accès au marché bovin pour la Chine. Donc les agriculteurs doivent véritablement voir l'ensemble du panorama, voir les grandes opportunités offertes à l'export. Et pour tout ce que nous faisons, nous créons des emplois. Nous sommes dans une situation excédentaire depuis ces dernières années. Donc, on nous dit d'arrêter les exportations, mais qu'adviendra-t-il de nos exportations? Qu'adviendra-t-il des emplois dans le secteur de l'agriculture en Europe? Il faut faire attention. Alors, bien sûr, il faut tenir compte des sensibilités. On le fait dans la négociation avec le Mercosur, sur la viande bovine, sur l'éthanol, et nous ne conclurons pas de négociation avec le Mercosur si nous n'avons pas trouvé le bon équilibre. Moi, je me range aux côtés des agriculteurs de l'Europe et je ferai en sorte que leurs intérêts seront protégés et qu'il n'y aura pas de distorsion sur le marché suite aux accords commerciaux signés. Bien au contraire, nous voulons un potentiel à l'exportation pour nos boissons et pour notre alimentation de qualité dans le monde, de par le monde, et pour améliorer la situation dans les zones rurales. Vous venez de rappeler que certains accords commerciaux apportent un grand bénéfice à la production française, aux productions européennes. Pour autant, certains disent que le marché mondial des matières agricoles est trop complexe, il y a trop d'aléas, des aléas météo, des aléas de crise sanitaire, des aléas de cours de marché, des aléas politiques, l'embargo sur la Russie par exemple, pour que finalement ces marchandises agricoles, qui sont quand même aussi des marchandises vivrières pour les peuples, soient soumises à des risques d'effondrement de cours très graves. Ça amène certains penseurs, certains députés à dire « sortons l'agriculture de l'OMC, elle ne peut pas être exposée comme ça au vent mondial de l'offre et de la demande ». Qu'est-ce que vous en pensez? Well, France is a key exporter. La France est un exportateur clé de marchandises agricoles dans le monde et je crois qu'on perdrait beaucoup d'emplois en France dans les zones rurales s'il n'y avait pas ces exportations. Les subventions que nous donnons aux agriculteurs en France sont compatibles avec l'Organisation mondiale du commerce et nous avons la chance d'avoir réformé nos politiques il y a 25 ans parce qu'aujourd'hui nous pouvons profiter des discussions qui ont lieu à l'OMC et ce dans une position de force. Nous avons éliminé toutes les subventions menant à des distorsions du commerce par rapport aux pays en développement, par rapport à l'Afrique. En 2015, j'ai négocié avec la commissaire Malmström sur une position de force. L'Union européenne est ouverte aux transactions, elle veut faire des transactions en Europe. Les Américains, eux, sont protectionnistes, ils ne veulent pas de transactions commerciales en dehors de l'Amérique du Nord. Donc nous devons saisir cette occasion unique que nous avons en Europe, que nous avons en France, pour montrer que nous avons des produits alimentaires de qualité que la population mondiale, une classe moyenne mondiale croissante, souhaite obtenir. Donc il faut davantage de promotion, davantage de diversité. Je crois que nous pouvons arriver à cet équilibre. Un cas particulier que les éleveurs laitiers français aimeraient que vous abordiez, c'est le cas de la production laitière aux Pays-Bas, où des cas de fraude, semble-t-il, assez importants ont été observés. D'ailleurs, le gouvernement néerlandais a pris des mesures pour en savoir plus sur les fraudeurs. Pour autant, la Commission a renouvelé la dérogation à la directive nitrate dont bénéficiaient déjà les Pays-Bas, et c'est vis-à-vis de cette directive que les Pays-Bas étaient en infraction. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette situation qui paraît un peu anormale? Dans ce cas particulier des Pays-Bas, il faut avoir la capacité de faire face à toute l'activité agricole supplémentaire. Donc nous octroyons des dérogations, si possible, pour une période spécifique de 2 ans maximum, parce qu'il faut en assurer le suivi
très précisément, comme vous l'avez dit. Mais nous n'offrons pas d'exception facilement aux pays. Nous devons savoir que ces pays ont la capacité de gérer la situation, comme c'est le cas dans le cadre de la directive nitrate. Donc après 2 ans, je puis vous assurer que nous verrons si les Néerlandais ont été à la hauteur des engagements qu'ils avaient contractés par rapport à la directive nitrate. Et les autorités françaises peuvent savoir que nous allons évaluer tout cela à la fin de l'année prochaine et en tirer des conclusions. Il y a un débat en France qui se développe en ce moment autour du statut de l'agriculteur. Qui est agriculteur, qui n'est pas agriculteur, qui peut toucher les subventions, qui ne peut pas les toucher également. Et dans cette interrogation, on relève parfois qu'on a, pas encore en France, mais dans certains pays d'Europe, des exploitants qui finalement louent des terres, mais sur des dizaines de milliers d'hectares, et qui sont un peu éloignés de ce qui paraît être un modèle européen de l'agriculture. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, nous procédons effectivement à une dévolution des responsabilités au ministère français aussi, pour définir le statut des agriculteurs. Ça n'est pas facile. Il y a déjà eu, il y a quelques années, une tentative du Parlement européen et d'autres de trouver cette définition. Mais moi, je suis prêt à travailler avec les co-législateurs pour avoir un soutien financier qui soit véritablement ciblé sur les vrais acteurs et sur les petits et moyens agriculteurs qui doivent avoir un revenu. Nous voulons éliminer éliminer de notre soutien les grandes exploitations qui en fait ne font que de l'investissement, et nous voulons cibler notre soutien financier sur les agriculteurs présents sur la terre, qui gèrent de bons programmes environnementaux sur la terre et qui ne se limitent pas à passer la tondeuse 2 fois par an. Ça, ce n'est pas de l'agriculture. Bien sûr, il va falloir beaucoup travailler sur cette question du statut pour avoir une bonne définition des agriculteurs authentiques et actifs. Une question sur les OGM. Le 25 juillet dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt qui était très attendu. Il se trouve que ça répondait à un contentieux entamé par la France, mais peu importe, il a une portée européenne. Il s'agissait de définir ce que sont ou pas des OGM, compte tenu des nouvelles techniques de mutation qui relèvent de la mutagenèse. Est-ce que le fait que ça soit aujourd'hui finalement une jurisprudence de la Cour de justice qui ait clarifié ce point, est-ce que cela vous paraît satisfaisant, ou est-ce qu'il faut que ça soit le pouvoir législatif européen qui s'en empare ? Bon, nous venons de recevoir ce jugement, cet arrêt. Mes fonctionnaires en étudient les tenants et aboutissants. C'est une décision importante de la Cour. Dès que nous aurons une évaluation, je pourrai vous en dire davantage. Pour le moment, je ne suis pas en mesure de faire un commentaire sur le sujet sans savoir ce que nous déciderons finalement de faire si nous décidons d'agir. Vous nous avez rappelé que vous venez vous-même d'une exploitation agricole, vous êtes irlandais, vous êtes imprégné du monde agricole et vous êtes commissaire chargé de l'agriculture. Vous devez avoir un avis sur ces nouvelles technologies de mutation génétique dans les nouvelles variétés végétales. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que l'Europe doit les refuser ou elle doit les accepter ? J'ai beaucoup d'idées sur beaucoup de choses. Mais dans le contexte de notre discussion sur cette question, je préfère attendre de voir le résultat de l'analyse de nos fonctionnaires, notamment les fonctionnaires du service juridique. Je ne peux pas commenter davantage, je ne peux pas vous livrer mon avis personnel sur ces sujets compte tenu des circonstances que je viens d'évoquer. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'opportunité que représente finalement la nouvelle posture internationale de Donald Trump en matière d'échanges économiques. Est-ce que vous redoutez l'unilatéralisme que Donald Trump est en train de développer à tout crin, pas seulement sur le plan commercial ?
Moi, je suis très confiant de la situation de l'Union européenne qui est compétitive de par le monde en matière de denrées alimentaires. Moi, je n'ai pas peur de M. Trump ni de personne d'autre. S'il a décidé d'être protectionniste et d'être déraisonnable, eh bien, que nous menions notre petit bonhomme de chemin comme nous l'avons toujours fait de notre côté. Nous avons des accords commerciaux très positifs qui ont été signés avec le Mexique, le Japon, le Canada. Il y a ouverture pour pas mal de nos produits vers la Chine et cela nous a permis de prendre pied au détriment des États-Unis sur ces nouveaux marchés. Tirons profit de la situation. Nous allons nous montrer assertifs. Nous mettons 200 millions d'euros en 2019 derrière ce gros effort pour l'agriculture européenne pour promouvoir nos produits. Nous travaillons avec les gouvernements, les entreprises pour arriver à de bons résultats pour nos agriculteurs, pour notre développement rural. Alors pour le moment, la difficulté, c'est que ce bon succès sur le plan commercial ne se traduit pas en amélioration de la situation des agriculteurs. Nous essayons de voir comment rééquilibrer dans le cadre de la chaîne alimentaire le traitement reçu par les agriculteurs par rapport aux transformateurs et aux chaînes de distribution. Nous devons véritablement adopter des pratiques équitables dans le domaine alimentaire. Une question sur le Brexit. Où est-ce qu'on en est et qu'est-ce que les agriculteurs continentaux qui resteront dans l'Europe ont à craindre de la situation et de l'issue de ce Brexit? Je pense que tout le monde est inquiet des résultats du Brexit. Tous les secteurs sont concernés. Nous ne savons pas exactement ce que souhaite le Royaume-Uni dans cette négociation. Mais dans l'agriculture, dans tous les secteurs, nous sommes en train de nous préparer pour un accord ou pour pas d'accord du tout. Il y a différents scénarios qui ont été élaborés sur la relation future avec le Royaume-Uni. J'espère pour ma part que nous aurons un accord commercial positif entre l'Union européenne et le Royaume-Uni pour les agriculteurs européens, pour tous les pays proches du Royaume-Uni. 46% des transactions commerciales du Royaume-Uni se fait avec l'Union. Et le Royaume-Uni est la 6e plus grande économie du monde. Donc c'est dans notre intérêt d'avoir un bon accord de libre-échange. Et j'espère que dans les semaines à venir, nous aurons au moins un accord entre les deux parties et puis nous développerons la relation future. Il nous faut pour cela de la certitude par rapport au commerce, certitude par rapport aux conséquences du Brexit, parce qu'un scénario de pas d'accord du tout apporterait le chaos. L'actualité de cet été, ça a été la sécheresse. La Commission a pris des mesures. Est-ce que vous pensez que tout le monde est tiré d'affaire sur le plan financier, que les exploitations réussiront à faire face à cette année qui s'annonce quand même compliquée avec les récoltes de cet été? Et qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion sur le plan climatique? Well, as we saw this year, comme nous l'avons vu cette année, les conditions climatiques, l'accord de Paris sur le changement climatique ont été dans le feu de l'actualité. Nous avons de plus en plus de difficultés, inondations, sécheresses dans les États membres. Donc il faut que nous examinions nos politiques en tenant compte du climat et de l'environnement. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons. Toutes nos politiques. Il est important de pouvoir refléter ces préoccupations dans nos politiques. Et les agriculteurs seraient les grands bénéficiaires si nous trouvons le bon équilibre des politiques entre climat, environnement, écologie, agriculture. Nous avons pris des mesures concernant la sécheresse. Nous avons assoupli certaines dispositions environnementales pour une période donnée. Nous avons permis aux États membres de faire des avances de paiement de décembre à octobre. Le ministre français, la FNSEA, des parlementaires européens ont travaillé, on a réagi rapidement, des mesures sont désormais en place et les agriculteurs peuvent en tirer parti. Donc j'espère qu'ils seront en mesure d'en tirer parti et qu'il n'y aura pas d'autres crises au printemps et qu'ils nous n'aurons pas non plus de problèmes en matière de bien-être animal. Ces conditions météorologiques créent une situation vraiment difficile.
Demain, c'est le SPACE qui ouvre, le grand rendez-vous des éleveurs en France et même au-delà. Des gens du monde entier viendront en Bretagne pour observer les dernières nouveautés techniques et les animaux qui sont présentés. Quel message est-ce que vous voudriez faire passer aux éleveurs qui nous écoutent et qui vont s'apprêter à se rendre dans ce grand salon de l'élevage ? Well, we really appreciate Écoutez, nous apprécions le soutien de nos agriculteurs et j'ai eu de nombreux entretiens avec vos représentants au cours de ces dernières années afin de développer un nouveau plan pour l'agriculture pour les 7 années à venir. Et nous devons continuer à nous aider les uns les autres pour avoir une politique agricole commune qui fasse sens, pour que les agriculteurs aient un meilleur revenu. Il faut également de meilleurs outils de gestion des risques. Il faut que les agriculteurs aient davantage de possibilités de faire face à l'instabilité des prix sur le marché, mais ils peuvent compter sur moi, ces agriculteurs. Je serai le champion de leur cause. L'agriculture de l'Union européenne, le modèle agricole familial. Et nous allons offrir un soutien supplémentaire dans la réforme, la politique réformée pour viser certains secteurs qui de temps en temps connaissent des crises. Et nous donnerons la flexibilité au ministère de l'Agriculture pour mettre en œuvre des changements, les changements nécessaires après 2020. Donc j'espère que les agriculteurs continueront à soutenir une politique agricole commune pleinement financée et nous travaillerons ensemble pour maximiser les potentiels pour les emplois, pour des produits alimentaires de qualité promus de par le monde. L'Europe doit rester le champion de l'agriculture. Nous ferons en sorte que ce soit le cas. Merci beaucoup, Phil Hogan. Merci, monsieur le commissaire. Et à bientôt, peut-être à Rennes.